la diffraction. Alors, Et après, donc après ma thèse à Rennes, en fait j'ai fait une thèse qui était financée par la Commission européenne et donc j'ai été obligé de... J'ai fait ma thèse sur 4 laboratoires européens. Je suis allé à Athènes faire le Mosboer, je suis allé en Autriche faire des X, diffraction X. Je suis allé à Gênes faire de la microscopie électronique à balayage pour caractériser mes échantillons. Et je suis allé à Saclay pour faire des neutrons. Je faisais de la synthèse à Rennes. Après ça, je retourne, après ma thèse, je suis passé 2 ans en Autriche, là où j'avais été dans une thèse comme postdoc, travaillé sur des composés à azote rares. Et après, j'ai travaillé à la Commission européenne pendant 6 ans à Karlsruhe, donc juste à côté du centre de Brucker, où là, ben, j'ai installé un centre de diffraction X. Donc j'avais 2 vieux appareils qui étaient les D500 de chez Brucker. Donc je les ai foutus à la poubelle et j'ai acheté 2 D8. C'était un peu... Je suis pas professeur. on entend ça. Vous êtes chercheur? Ouais, ok. Moi aussi je suis chercheur, mais j'étais professeur. Ouais. Donc voilà, donc à Karlsruhe, je travaillais sur des composés. Donc j'ai installé un nouveau centre de diffraction X. Mais c'était pour travailler sur des composés à base de plutonium. D'accord. Donc si ça intéresse les gens, je peux vous montrer. C'est radioactif. Ouais, donc on a mis un diffractomètre dans une boîte à gants. Bon, d'accord. Ça fait un an pour. Plan B. Voilà. Et ensuite, j'ai travaillé au synchrotron. Il y a un petit synchrotron à Karlsruhe pendant 2 ans. Et après, j'ai trouvé un poste à l'université de Rennes, de Nancy, pardon. C'était en 2006. Je suis responsable d'un centre de diffraction X. Donc j'ai 5 ingénieurs qui sont avec moi et j'ai 14 diffractomètres. À Nancy. À Nancy, 14. Donc, mais on travaille. Donc c'est un centre de diffraction X, hein, c'est marqué centre de compétences X gamma. Mais de plusieurs types. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Donc j'ai 5 Brucker, 2 pananalyticales, 3 Inel, un Phoenix et un Itacu. Voilà. Et donc on travaille sur des boules, des monocristaux, des couches minces, des polymères, et puis du massif aussi, quoi. Et on a un laboratoire, c'est l'Institut Jean Lamour. Il y a 450 chercheurs et puis 23 équipes de recherche qui travaillent sur plein de thématiques différentes. Dans beaucoup, je crois qu'il y a des gens qui travaillent sur des couches minces et puis des poudres. Oui, couches minces. Surtout des couches minces. Et c'est épais aux couches minces? Ça, on a des couleurs. Des épaisses et nanomètres, ok. Nanométriques et micrométriques, les deux. Et vous essayez de mettre plusieurs couches différentes les unes sur les autres? Oui, des multicouches? Oui. Et le but, c'est C'est pour des dispositifs de tout genre, photovoltaïques, détecteurs, devices, protection avec split. Donc c'est des couches minces de quoi? C'est des oxydes Des polymères. Des polymères aussi? Une tout de carbone. Ok. Du graphène. Des éléments. Ok. Et pas même tout. C'est pour la production de protéines. La finalité. Ok, donc ce qui vous intéresse, c'est de caractériser ce qu'il y a sur votre dépôt. Voilà. Si c'est épitaxié, si c'est orienté, et quelle est la relation d'orientation? Les phases. On On peut savoir les différentes phases qu'on a. phases, ouais. Si deux études sélectionnent essentiellement des matériaux par la suite. Ouais. Et donc les textures, ça vous intéresse aussi? On va voir la relation d'orientation entre votre film et le substrat? Oui, oui, oui. On fait des silicia normales, par exemple, sur des substrats différents. Donc on ne sait pas est-ce qu'il a cristallisé dans quelle orientation. Et donc c'est aussi la contrainte.
Et le contrat Parce que aussi. Les taux, c'est un programme qui est fait pour... Le contrat, c'est intéressant aussi. De voir un peu quelles sont les contraintes induites par telle impureté ou tel phénomène. Parce qu'il y a des gens qui mettent de l'or dedans ou du nickel. Donc il faut savoir, est-ce que ça induit des contraintes? En général, les contraintes induisent des différences au niveau des propriétés Entre les... matériaux. Si on fait le dopage, par exemple, s'il y a une variation de la structure de main, Bon, changement de structure. j'ai une présentation qui n'est pas exactement adaptée à vous, parce que évidemment je ne connaissais pas votre sujet de recherche, mais vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Hein. Moi je suis pas trop là, pas la réponse à tout évidemment, mais je vais essayer. Donc là c'est juste une présentation que j'ai faite pour expliquer comment je me mets à la place d'un chercheur qui a déposé quelque chose sur un substrat et qui veut savoir qu'est-ce qu'il y a sur son substrat. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment est-ce qu'il doit utiliser tous les appareils de diffraction qu'il a dans mon centre de compétences? Mais je vais essayer de m'adapter avec la configuration que vous avez. Donc la première chose à faire quand vous avez un film, c'est de faire une mesure classique, comme on est en train de faire actuellement, une mesure en vrai Brentano, d'accord, pour juste voir qu'est-ce qui c'est cristallin. Voilà, c'est la première chose. Donc c'est ce que je marque là, hein, D8 advance, θ, 2 θ. Vous pouvez mettre, c'est la même chose que vous avez un D8 advance, θ, θ. Hein, j'ai un schéma, je crois, qui explique la différence. Et le but, c'est juste de caractériser, de voir qu'est-ce qui diffracte, et puis d'analyser si vous avez une phase, deux phases, trois phases, et puis si vous avez des problèmes d'orientation, des trucs comme ça. C'est la première chose à faire. Alors, dans ce cas de figure, quand on a fait ce genre de mesure, après, on a trois cas de figure. Le premier, vous voyez à gauche, on a une identification précise des phases présentes. Ça veut dire que vous avez quelque chose qui est très bien cristallisé. Vous savez pertinemment combien de phases vous avez sur votre début. Le deuxième cas, c'est vous avez un diagramme incomplet. Vous avez des pics, mais vous n'arrivez pas à les indexer. Vous savez que vous avez déposé du fer, mais il manque quelque chose, il manque des pics. Vous n'avez pas tous les pics. Le fer, il cristallise sur une structure cubique centrée. Vous savez, suivant les bases de données que vous avez, il doit y avoir 4 pics. Et en fait, vous en voyez 3. Pourquoi? Et le troisième cas, vous avez un diagramme très mal résolu, vous avez des bosses, vous n'avez pas de pic de diffraction. Apparemment, vous avez peut-être quelque chose d'avant. Dans le premier cas, c'est très simple. Là, il suffit juste de comparer avec votre base de données. Vous pouvez faire un affinement de paramètres. Vous pouvez quantifier même précisément quel est le nombre de phases. Vous avez 20% d'une, 30% de l'autre, 50% de la troisième. Et vous pouvez faire une analyse de requête. Et, ce que j'ai oublié, vous pouvez aussi mesurer la microstructure. Ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Vous pouvez, en regardant comment le profil des raies, savoir si vous avez des gros grains, des petits grains nanométriques, ou si vous avez la contrainte. Je vais vous expliquer précisément qu'est-ce que c'est le mécanisme. Là, ça c'est la géométrie que vous avez, d'accord, hein, c'est le schéma que je vous ai fait. La présentation, je vous la donnerai. Il n'y a pas de problème. Donc, moi j'ai cuivre K alpha 1, et vous c'est du cuivre K alpha. Vous avez un foyer linéaire, vous pouvez faire une géométrie, vous avez un spinner, vous avez un détecteur PSD. Bon, moi j'ai un passeur d'échantillon 90 positions, vous n'avez pas ça. Il y a cette différence. Sinon, le schéma qui est en dessous, eh ben, il est identique. Hein, vous avez, si je me rapproche, vous avez votre source, je l'explique tout à l'heure, vous avez votre source. Ici, les formes de solaire, le petit truc que j'enlevais, qui est perpendiculaire. Vous avez des fonds, en fait, c'est la version que vous avez. Les fonds ici, de divergence qui sont là. Votre échantillon. Et puis ici, vous avez la même chose, avec des formes de solaire et des formes comme ça. Vous voyez très bien que votre faisceau qui est linéaire, il diverge un petit peu pour une intelligence. Et
et évidemment ça converge par diffraction. Donc ça, c'est la géométrie classique qui vous permet de déterminer précisément qu'est-ce qu'il y a sur votre matériau. Si je regarde ici, donc la loi de Bragg, vous la connaissez, je me répète, vous avez lambda qui est généré par l'anode, vous avez du cuivre, θ c'est ce que vous allez mesurer, et donc D c'est ce que vous allez obtenir. Donc la loi de Bragg, elle est représentée là. Ce qui est important de voir, c'est que la loi de Bragg, c'est aussi, donc il faut que cette condition-là soit vérifiée, mais c'est aussi une loi géométrique. C'est-à-dire que si je regarde mon faisceau là, qui vient sur mon échantillon, il va diffracter à un angle, avec un angle tel que cette loi-là est vérifiée. D'accord? Cet angle-là de θ, θ ici, il est connu. Il suit cette loi-là. Maintenant, la loi de Bragg, c'est aussi une loi géométrique. C'est-à-dire que, en fait, le faisceau incident, en fait, on a diffraction que quand la normale au plan diffractant coupe l'angle entre le faisceau incident et le faisceau diffracté en deux. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, je dois avoir l'angle R et l'angle I qui doivent être strictement identiques. Je n'ai diffraction que quand cette voie-là est bien ici, mais aussi que quand ces deux angles-là sont identiques. R et I doivent être identiques. D'accord? Donc ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dans une géométrie qui brille par rapport à un tableau, on va ne faire diffracter que les plans qui sont parallèles à la surface. D'accord? Donc quand on travaille sur des poudres, c'est pas du tout gênant, parce que les poudres, vous avez des cristallites qui sont orientés de façon complètement aléatoire. Donc vous allez faire diffracter tous vos plans. Vous allez avoir un diagramme parfait avec tous les pics de diffraction. Parce qu'il va bien y avoir un moment, une cristallite qui va se retrouver orientée sur le plan particulier, et on va systématiquement détecter cette diffraction. Pour une couche mince, eh ben, c'est complètement différent. Parce qu'une couche mince, vous pouvez avoir des orientations préférentielles. Vous pouvez, par exemple, si vous déposez de l'or, sur un substrat quelconque, faire en sorte que l'or se dépose juste suivant les plans 1 à 1. L'or, c'est cubique. Donc, en général, on dépose les plans les plus denses. Et donc, on peut très bien obtenir les plans d'or qui sont remplis sur le plan 1 à 1. Si je fais un diagramme de l'or, je vais obtenir qu'un seul pic de diffraction. Parce qu'un seul plan va être parallèle à la surface. D'accord? Et donc, évidemment, quand vous allez faire votre mesure classique ici, vous allez obtenir qu'un seul pic. Et là, un seul pic va vous permettre de dire j'ai déposé de l'or. Pourquoi le thème de visite. Donc, démonstration. Une démonstration. Ouais, il y a une démonstration qui est On a des détecteurs placés après une deuxième classe. Ça, c'est juste une question de sémantique. Par définition, on a dit que l'angle de θ, c'est l'angle entre le faisceau incident et le faisceau diffractant. Le seul angle qui ne bouge pas dans n'importe quelle configuration, c'est cet angle-là, l'angle de θ. D'accord? Et si, parfois, on trouve le roi de Bragg, c'est un diagramme d'ici, tout ça. Mais ici, quand le placement de notre détecteur est appris en deux. Ouais. Parce que là, vous avez remarqué, ici, j'ai appelé cet angle-là, ici, on peut l'appeler oméga de temps en temps. D'accord? On verra ça pourquoi tout à l'heure. Ok, tout le monde a ce schéma-là bien en tête. Il est simple. Voilà. Donc là, je suis un exemple, c'est des gens qui travaillent sur des thermoélectriques, voilà, qui ont fait de la poudre. Donc ils ont fait une mesure classique, évidemment. Et donc vous avez en noir votre diagramme de diffraction. Et puis j'ai vu que vous avez une base de données. Vous avez une base de données PDF2, sans doute. 2015-2016. Ouais. PDF 2016. Et donc, ça, vous avez, on voit peut-être un traitement ici, vous avez des traits rouges ici, et on voit que la mesure correspond parfaitement à la fiche JCPDS que vous avez ici.
Ça colle parfaitement en position, mais en intensité. Donc on a un diagramme parfait. Avec ça, et vous avez des pics fins. Avec ça, vous pouvez mesurer parfaitement votre échantillon. Par contre, là, c'est ce que j'explique. Il y a quelqu'un qui a fait un dépôt. C'est de l'oxyde de cuivre, c'est du 4x3. Il a déposé ça sur les siliciums. Je fais une mesure et j'observe qu'un seul pic. Et c'est en plus, c'est un pic qui crache à 69 degrés avec le cuivre. C'est le substrat du silicium. On voit que le silicium. En fait, si je zoome, alors, pour voir qu'on zoome, si vous regardez les intensités, mon échelle, ici j'ai 1 500 000 coups. D'accord. Si je zoome, en fait, j'observe aussi des pics de diffraction qui sont effectivement bien. Vous voyez, l'intensité, c'est à 2700 coups là, elle a vraiment baissé. En fait, on regarde. Il faut souvent se mettre en échelle log quand on regarde les couches minces. On voit effectivement qu'on a 2 pics de diffraction. On peut indexer avec la fiche CPS correspondant au matériau qui a effectivement été déposé. Et on observe un pic de plus là qui est un pic dû au silicium. Donc on regarde sur ce diagramme-là que ça colle au niveau de la fiche. Mais par contre, vous pouvez noter que les largeurs de pic de mes sont différentes. Voilà. Donc ça va me permettre d'introduire le phénomène de diffraction asymétrique que vous pouvez faire aussi pour vous. Alors c'est toujours la loi de Bragg, évidemment. Sauf que là, mon angle θ, ici, il est différent. J'ai décidé de l'appeler oméga. Cet angle oméga, je dis, il est égal à θ moins 1. Donc je refais mon dessin que j'ai fait tout à l'heure sur l'ogival. J'ai mon vaisseau incident. J'ai mon vaisseau diffracté. J'ai mon angle de θ qui est toujours l'angle de Bragg, qui est toujours l'angle entre mon vaisseau incident et mon vaisseau diffracté. Je n'ai rien changé là-dessus. Sauf qu'ici, je ne suis pas symétrique. Ici, j'ai θ, mais j'ai oméga qui est égal à θ moins 1. D'accord? Donc, la différence qu'il va faire, c'est qu'ici, je ne vais pas faire diffracter les plans qui sont parallèles à la surface, je vais juste faire diffracter les plans qui sont juste décalés de 1 degré par rapport à la surface. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt. J'ai toujours ma loi de Bragg, j'ai toujours I égale R. Donc, vous voyez tout de suite l'intérêt, c'est que quand je vais faire diffracter mon oxyde de cuivre que j'ai déposé sur mon silicium, je vais obtenir le résultat là. J'obtiens quoi? J'obtiens le diagramme bleu que j'ai ici. En noir, je représentais les arbres que je vais représenter avant. Et en bleu, j'observe mon pic de mon substrat, je le vois plus. Là, quand j'ai oméga égale θ moins 1, j'ai divisé l'intensité de mon substrat par 2. Et là, quand j'ai rose, j'ai fait θ moins 2. Et en vert, j'ai fait θ moins 1, moins 3. Donc vous voyez, l'intensité de mon substrat diminue, et par contre l'intensité de mon film, elle a pratiquement un peu baissé. Elle n'a pratiquement pas changé. Donc l'intérêt de faire une mesure en oméga de θ, c'est que je ne vais plus voir mon substrat, je vais voir que mon film. D'accord? Ce qui est intéressant quand même. Et vous pouvez faire ce genre de mesure pour vos films. Donc évidemment, là comme on travaille sur les couches minces, la trace de mon vaisseau, comme mon oméga est systématiquement plus petit que mon angle θ, la trace de mon vaisseau sur mon échantillon est plus grande, c'est intéressant. Mais j'ai des inconvénients évidemment, c'est qu'il faut que je règle précisément la hauteur de mon échantillon. Vous imaginez que si je suis un peu en dessous, ça va décaler tous les pics. Les couches minces, c'est à la fois très intéressant parce qu'il y a plein de choses à chercher, mais l'inconvénient, c'est que le réglage doit être très important. Si je continue à faire en sorte que mon oméga soit complètement différent de mon angle θ, j'arrive à oméga, ce que j'ai marqué sur mon dessin, oméga égale alpha. D'accord.
Alors ça, en général, se fait dans cette géométrie-là. Moi, je travaille avec comme j'ai l'avantage d'avoir plein de diffractors, je peux changer ma bombe. Donc là, j'ai du cobalt. Le cobalt, c'est une énergie de 7 keV, c'est 1 keV de moins que le cuivre. Donc on va encore moins profondément dans la matière. Et j'ai aussi le molybdène. Le molybdène, c'est 17 keV, donc là, plus profondément. Mais bon, vous pouvez, c'est le même, vous pouvez faire ça. Hein. Vous pouvez changer votre adnode de cuivre par la note de cobalt. Voilà, donc ma géométrie, incidence phasante. Bon, moi je travaille sur un détecteur comme ça, mais vous, la différence de mon détecteur, ça c'est un détecteur, c'est un appareil Pinel, c'est qu'ici j'ai pas de scale à faire. J'ai un détecteur qui fait 120 degrés, je mets mon échantillon, je mesure, dans 5 secondes je me dirai. En fait, il faut plus que 5 secondes parce que pour avoir des profils de rêve beaucoup plus propres, je continue. L'avantage, c'est que j'ai mon détecteur qui fait ça, hein. Comme ça, j'ai tout de suite la mesure. Et la géométrie, qui vous correspond, elle reste la même. Sauf que vous êtes obligé de faire un scan. Ok. Donc, ben, là, je prends un exemple. Pour résumer tout ce que je viens de raconter, il y a quelqu'un qui a déposé du RUN, un nitrure de ruthénium, sur de l'acier. Donc, si je fais une mesure classique, par un tableau, comme vous savez, un observe, les pics, je ne sais plus lesquels c'est, ça va être l'acier. Non, ça c'est le ruthénium, c'est le nitrure de ruthénium, et en bleu, c'est mon acier. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On observe très très bien les pics de l'acier. Tous les pics bleus sont présents, il n'y a pas de problème. Mon acier, c'est quelque chose de polycristallin, pas de problème. Par contre, le dépôt du RUN, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'un pic. Celui-ci n'est pas là, celui-ci n'est pas là, ou alors très peu intense. Là, il a un problème. Problème de quoi? Texture. Il est orienté. Donc, je fais une mesure en incidence phasante. J'obtiens le diagramme rouge. En incidence phasante, si vous vous rappelez du schéma, je ne fais pas diffracter, j'ai un alpha qui est petit, donc je n'ai qu'une contribution de ma surface, pas de mon substrat. Donc j'observe le diagramme rouge. J'ai perdu l'information sur mon acier. Donc je suis content. Si je regarde l'intensité des pics, là, là, ok, c'est mieux que tout à l'heure, mais c'est pas parfait encore. Hein. Mais néanmoins, on peut déjà se dire, ok, on a déposé un nitrure de ruthénium, même si les intensités ne sont pas en accord avec la théorie. Bon, là je vais passer vite parce que c'est un cas de cercle que vous n'avez pas, et donc c'est ce que je fais, mais je vous l'indique quand même, ça peut être intéressant. J'ai différents cas de cercle. Actuellement, on pourrait nouer des collaborations avec Nancy, si ça vous intéresse. On va faire une mesure pour vous. Donc c'est un cercle de l'air. Donc on a exactement la même chose. On a un faisceau qui vient taper sur l'échantillon. Et puis évidemment, il va diffracter avec un angle de θ. La possibilité qu'on a en plus ici, c'est qu'on peut tourner l'échantillon dans le plan perpendiculaire au plan diffus. Donc sur votre appareil, vous avez votre faisceau qui arrive par là et qui ressort par là. Et là, je vais pouvoir tourner mon échantillon comme ça. Donc quand j'ai des problèmes d'orientation sur mes fils, bah, c'est très intéressant. Là, tout à l'heure, quand je regarde mon nitrure de ruthénium qui était orienté, je voyais qu'un plan. Bah, je tourne de 90 degrés, je vais voir les plans qui sont à 90 degrés. C'est bon. Voilà. Donc là, je présente les différents. Ça, c'est l'appareil de Bruegger qu'on a, du cobalt. On peut aussi le millimètre, identique. Là, c'est la même chose, mais avec le molybdène. Et là, c'est le concurrent. Pas médical pour pas dire. Donc, eh ben, pour caractériser mon nitrure de ruthénium que je vous ai raconté tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Je fais la mesure classique, et puis j'augmente mon angle, qu'on appelle qui, de 1 degré. Je fais un autre diagramme, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, jusqu'à 90.
et je fais la somme de tous ces diagrammes. C'est ce que vous avez représenté là, on voit très très mal, ici. J'ai presque 90 diagrammes les uns derrière les autres qui vont me permettre de voir les différentes orientations de mon litre de Rothenheim. Voilà, on le voit ici en 3D. Vous voyez, les intensités des pics varient en fonction de l'angle qui est dans l'angle G en profondeur. D'accord? Donc si je fais je répète un peu, en bas ici vous avez toutes les mesures faites à différents qui. Si je fais la somme de tous ces diagrammes, j'obtiens ce diagramme-là. Vous voyez que ça a nettement changé. Là, j'ai vraiment tous les pics de diffraction. Si je vous rappelle le pic que j'ai eu, le diagramme que j'ai eu en diffraction, en rasant, pardon, j'ai le diagramme rouge. Vous voyez? Donc la somme de ce slide, là, ça me permet de voir qu'ici, donc j'ai tous mes échantillons à différents types. Ici, j'ai la somme, et ici, j'ai le diagramme en rasant. Vous voyez, en fonction de ce que l'on veut faire, le type de mesure, on a un diagramme avec des rapports d'intensité qui sont complètement différents. Vous acceptez, je pense, que le diagramme bleu est quand même plus correct que le diagramme rouge que les autres. Et en fait, le diagramme bleu, là, je peux faire un Rietveld correct. Rietveld, vous voyez ce que c'est un petit peu. C'est une analyse moindre carré. On va calculer, confronter un calcul à un diagramme expérimental et faire coller les deux. En rouge, c'est le diagramme expérimental. En noir, c'est le diagramme calculé. On voit que c'est presque pas. Donc, j'ai pu vraiment précis. Un, calculer mon diagramme, mon paramètre de maille, et deux, prouver que j'ai le ruthénium dans telle position cristallographique ou l'azote dans telle position cristallographique. Voilà. Donc là, ce que je vous ai montré vous a permis de voir qu'en fonction des différentes mesures que l'on peut faire, même sur un échantillon, on peut faire plein de mesures et avoir accès à plein d'informations. Voilà. Maintenant, quand on regarde précisément les pics de diffraction, on a plein d'informations sur lesquelles on peut les... Enfin, intéressantes. Quand vous imaginez un système cubique, par exemple, et puis dans lequel, évidemment, tous les matériaux sont pas parfaits, de temps en temps, il manque un atome. Donc quand il manque un atome, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire bouger un petit peu ma distance réticulaire. Ma distance réticulaire. Donc mon cube de Bragg, il va changer un petit peu, il va s'élargir. Donc quand j'ai des pics très larges, ça correspond à un matériau qui a énormément de défauts. Donc, voilà. Donc j'ai énormément de défauts. Donc, quand vous voyez un diagramme qui a des pics très larges, vous pouvez en déduire que votre matériau il a plein de défauts. Par extension, vous savez que quand vous avez un matériau, les défauts ont tendance à se mettre à la surface de l'échantillon. Voilà. Donc, quand vous avez des nanomatériaux, vous avez des toutes petites particules. Évidemment, la proportion des surfaces par rapport au cœur, elle est très importante dans les nanomatériaux. Donc c'est pour ça que quand on fait un diagramme de diffraction sur les nanomatériaux, on a en général un élargissement des pics, qui est caractéristique du fait qu'on voit principalement les défauts. Donc, quand je fais un diagramme de diffraction sur des composés nanométriques, en remontant à la largeur de mon pic, je peux remonter à la quantité de défauts dans mon matériau. Ce qui revient à dire, en fait, que la quantité de défauts correspond à la taille de ma particule. Parce que si j'ai une grosse particule, je ne vais pas avoir les défauts. Voilà. Donc, empiriquement, il y a une loi qui est la loi de Scherrer, qui permet de relier la taille de la particule en fonction de la largeur du pic. Donc ici, c'est ce que j'ai marqué. J'ai la taille de 1 qui est reliée à la lambda. Bêta, c'est la largeur de mon pic, en fonction de l'ostéopathie. Donc évidemment, à cette largeur-là, il faut relier la largeur instrumentale. Évidemment, si vous travaillez avec une longueur d'onde
sans monochromateur, vous allez avoir une largeur instrumentale qui va être plus grande que si vous avez un monochromateur. Donc le bêta P ici, il correspond à la largeur en vert moins la largeur en rouge. C'est combien? Normalement, on doit être capable de la mesurer sur l'échantillon de Corentin qu'on est en train de mesurer là. On mesure le Corentin, on mesure la largeur de tous les pics. Il faut une voie, ça fait un maximum. Et puis après, vous tracez une courbe de θ et la largeur de vos différents pics. Vous devriez avoir comme ça, qui est asymptotique, parce que évidemment la largeur augmente en fonction de l'angle de tout ça. Et ça va être, alors, si on mesure sur un standard, ça vous permet d'avoir la largeur instrumentale de votre fragment. Voilà, donc je ne parle pas sur le chiffre, je vais parler de l'autre aspect, c'est l'aspect contrainte. Évidemment, plus vous mettez votre échantillon sur contrainte, plus les défauts vont se mettre à la surface, et plus vous allez les voir, et donc plus vous allez augmenter la taille de votre pic de bras. Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi le bêta P et le bêta S. C'est quoi C'est les mêmes. Vous avez un élargissement de pic. Vous essayez de comprendre pourquoi vous avez un élargissement de pic. Dans tous les cas, ça fait un élargissement de pic qui est lié à vos défauts. D'accord? Maintenant, pourquoi vous voyez que les défauts? Si vous voyez que les défauts, c'est dû au fait que vous avez une nanoparticule. D'accord? C'est des hypothèses que je fais. Vous savez quel est votre matériau. Hein? Vous savez si vous avez affaire à des nanoparticules. Il est toujours important de faire d'aller en microscopie, d'aller vérifier par une autre technique si votre hypothèse est correcte. Moi, je travaille sur les nanomatériaux, donc je considère que mon élargissement de pic il est dû à des nanomatériaux. Maintenant, si votre échantillon est contrainte, vous devez le savoir, vous avez des informations, vous savez comment est-ce qu'il a été fabriqué. Vous savez s'il est en interaction avec le substrat, voilà. Donc, vous devez faire une hypothèse pour savoir si c'est la taille de grain ou c'est de la contrainte. Voilà. Maintenant, il y a d'autres informations. Il y a un schéma, vous allez plus vite que la slide d'après, on va vous montrer qu'on peut quelquefois décomposer et savoir quelle est la partie qui est due à la contrainte, quelle est la partie due à la taille de grain. Mais a priori, dans un premier temps, on peut considérer que soit c'est dû à la taille, soit c'est dû à la contrainte. Dans ce cas-là, le bêta P ou bêta S, c'est le même. C'est la largeur de mon pic moins la largeur instrumentale de mon instrument. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre le diagramme de votre échantillon. Vous mesurez la taille des pics, de tous les pics de Bragg de votre échantillon. Et vous tracez, alors en fait, là c'est je retracer le bêta P et bêta S, d'accord? Même chose que tout à l'heure. Je fais bêta égale bêta P plus bêta S. Ça me donne cette voie-là, et bon, il y a un cheminement mathématique qui fait en sorte qu'après, on peut très bien arriver à cette formulation-là, bêta égale cos θ sur lambda, qui est égal à la fonction de sinus θ sur lambda, que je retrouve ici. Le sinus θ, je peux le retrouver ici. D'accord? Ce qui me permet de tracer ce diagramme ici, qu'on appelle le diagramme de Williamson-Hall, où je vois que, si je regarde cette formulation-là, quand ma contrainte tend vers 0, quand mon état tend vers 0, cette quantité-là tend vers 0, et dans ce cas-là, quand je trace cette formulation-là, mon ordonnée à l'origine est égal à 1 sur la taille de grain. D'accord? C'est D'accord?
cas contraire, si ma contrainte, si mon 1 sur epsilon, c'est-à-dire sur ma taille de grain, sur 1 sur epsilon, en vers 0, c'est-à-dire que quand ma taille de grain est infinie, d'accord, quand j'ai des gros grains, dans ce cas-là, mon élargissement est essentiellement dû à ma contrainte. C'est ma courbe bleue. D'accord? Et dans ce cas-là, c'est ma pente qui me permet de relier la variation de ma largeur à mi-hauteur à ma contrainte. Et évidemment, il y a des cas intermédiaires où on a les deux. On a à la fois un problème de contrainte et un problème de taille. Dans ce cas-là, on a une contrainte de ce style-là, qui ne passe pas par zéro. Ok? J'ai répondu à votre question là. Donc, en fin de compte, on néglige le bêta instrumental devant le bêta mesuré, c'est ça? Non, on ne néglige pas. On le calcule. On voit la différence entre les deux. Ce sont les deux en même ligne, c'est le même type, donc on voit c'est la différence entre l'expérimental et le... Oui, oui. Entre l'expérimental sur votre standard et l'expérimental sur votre échantillon. La mesure que l'on fait sur le corindon, là, elle est faite pour tout le temps. Terminé. Vous allez pouvoir tracer votre largeur instrumentale et dans un an, ce sera la même. Voilà. Donc voilà, ça c'est juste un résumé. Voilà, la largeur instrumentale, on la détermine sur un standard. Moi, je conduis à la B6 parce que j'ai l'habitude de travailler sur des éléments lourds, mais vous pouvez très bien utiliser le corindon, ou on peut utiliser du silicium. Voilà, là, j'ai juste représenté les diagrammes que vous avez vu tout à l'heure, et là, j'ai rajouté la largeur instrumentale pour la B6. Voilà, juste pour montrer que dans ce pic-là, il n'y a pas de phénomène de... La largeur de ce pic-là est identique pratiquement à celui-ci. Par contre, là, c'est un matériau qui a un problème soit de taille de grain, soit de type de contrainte. Souvent, c'est direction cristalographique. Voilà. Les orientations préférentielles. D'accord? Donc là, j'ai fait gaffe pour faire un schéma qui montre, évidemment, que quand on a quelque chose qui est orienté de façon complètement aléatoire, on peut obtenir un diagramme parfait, comme une courbe. Par contre, si on a un système orienté, comme ça, évidemment, mon diagramme va être complètement différent. Et dans ce cas-là, on peut représenter deux cas de figure. Une fois où je suis parfaitement orienté, comme un monocristal, vous voyez, tous les systèmes sont orientés de la même façon. Ou alors, j'ai ce type de dessin. Dans ce cas-là, j'ai une orientation dans le plan qui va être complètement différente. Donc on dit que là, je suis orienté perpendiculaire au plan. Et ici, je suis orienté dans le plan. Et ici, je suis désorienté dans le plan. Donc ça se fait sur un cas de cercle encore. Voilà. Donc je vais passer vite ici. On fait des figures de pôle, c'est-à-dire qu'on va tourner l'échantillon sur un angle qui encore. On pourrait éventuellement, si vous avez un échantillon approprié, on pourrait essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne sur votre appareil. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut tourner, on peut mesurer à différents phi par vue, l'angle comme ça. Donc on peut quelquefois, si on a un monocristal, par exemple, comme j'ai représenté ici, voilà, comme j'ai représenté ici, j'ai mon plan 1, 1, 0 ici, mon cube. Donc, suivant le phi, qui est la rotation de mon système, je vais rentrer en diffraction, les conditions de diffraction vont être vérifiées ou pas. Donc, on pourrait éventuellement, si on avait comme un monocristal, on pourrait vérifier qu'on a un monocristal, une orientation dans le plan. On peut jouer avec un wafer de silicium. Quand est-ce qu'on peut savoir si on doit tourner sur le fil? C'est vous qui devez savoir à peu près qu'est-ce que vous êtes susceptible d'avoir dans votre échantillon. Voilà.
Si vous faites une mesure classique en θ, θ, et puis vous voyez θ, ça veut dire que vous avez déjà une orientation perpendiculaire au plan. Okay, donc déjà, c'est une première information. Donc après, il faut aller voir, est-ce qu'il y a une orientation dans le plan. Donc dans ce cas-là, vous pouvez faire une mesure classique. Vous faites une mesure sur votre écart. Vous laissez votre... On va le faire cet après-midi. Vous mettez votre... Vous savez que vous avez un pic de Bragg à 2θ égale 50, par exemple. Donc vous mettez votre échantillon à 50. Et puis après, vous faites un scan en phi. On va le voir sur l'appareil. On peut faire des scans en phi. Vous faites de 0 à 360. Et voilà. Et donc, normalement, si vous avez une orientation, vous allez pouvoir mesurer différents pics de Bragg. Alors, si c'est cubique, vous allez mesurer 4 pics. Et c'est pareil, 90 degrés chacun. Là, c'est ce qu'on a fait là. On a un système monoclinique. Voilà. On mesure un pic de Bragg quand on est parfaitement positionné à 0. Et en fait, quand on tourne en phi, on trouve, on scanne à notre pic, évidemment. C'est pas le même pic, parce qu'on est en monoclinique. On mesure une intensité constante. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, bon, je n'ai pas représenté ma structure ici, mais ça veut dire que, imaginez que j'ai un cube, ça veut dire que tous les cubes sont orientés sur la grande direction du cube. Ils sont tous orientés de la même façon. Et par contre, ils sont tous, il y en a qui ne tournent pas. Il y a un grand parallèle de mon cube, le diagonale de mon cube qui est perpendiculaire à la substrat, et par contre, ils sont tous dans le plan complètement désorientés. Donc c'est une information importante parce qu'après, si vous voulez caractériser les propriétés physiques, évidemment, vous allez trouver de l'anisotropie dans vos propriétés physiques, logiquement. Voilà, là c'est un cas intermédiaire, c'est NaCl, donc c'est cubique. Donc je suis orienté 1, 1, 1, exactement là, je vais représenter la structure, donc ça veut dire que voilà. Et quand je scanne depuis 2, 0, 0, je obtiens une symétrie 3. Ça veut dire qu'en fait, j'ai 3 pôles. J'ai 3 pôles. Ça veut dire que j'ai 2D, ça fait ça. Donc ça veut dire qu'en fait, je suis intermédiaire entre un monocristal et quelque chose qui est complètement désorienté dans le temps. Et évidemment, ça se vérifie sur un autre truc. Une fois qu'on l'a, voilà nécessairement sur un autre truc. Donc ça, c'est intermédiaire entre quelque chose qui ressemble à un monocristal et quelque chose qui est complètement désorienté. Si je prends un monocristal, maintenant je ne peux plus. Si j'ai fait un monocristal, c'est beaucoup plus simple. J'aurais ça, et ici j'aurais 3 points. 1, 2, 3, c'est tout. Pas du tout d'intensité. Voilà. Alors, contrainte. Là, c'est un peu plus compliqué. Je représente ici un échantillon dans lequel j'ai plein de grains. C'est une bouche mince, avec j'ai plein de grains, et je représente une distance réticulaire, toujours la même. Donc, dans ce grain-là, elle est orientée comme ça. Dans le grain à côté, elle est orientée comme ça. Et ainsi de suite. Donc, évidemment, comme c'est un peu cristal, l'orientation est complètement aléatoire. Quand je fais ma diffraction, si je fais une diffraction classique, évidemment, je vais avoir de l'information que sur ce point-là. Et pas sur cette ligne. Imaginez que mon échantillon, je tire dessus. Qu'est-ce qui va se passer sur la distance réticulaire? Pour ce grain-là, je vais avoir un effet maximum. Je vais augmenter la distance réticulaire dans mon matériau. Mais pour ce grain-là, ok. Donc le but de la mesure de contrainte, ça va être d'aller chercher cette diffraction et celle-ci. Comme ça, je vais avoir l'influence minimum et l'influence maximum de ma contrainte. En mesurant les deux, je vais avoir différentes distances réticulaires. Et cette différence de distance réticulaire va pouvoir me donner accès à la force à laquelle le matériau se lie. D'accord?
Donc c'est ce que j'explique là. La loi, c'est la loi de Stokes, d'accord, qui me dit que, bah voilà, c'est une version simplifiée. Hein. Ah bah non, j'ai une version plus compliquée après. Mais en fait, la loi, c'est voilà, la distance entre la différence sur les deux distances réticulaires, D0 étant la distance réticulaire sans contrainte. Elle est reliée à mon coefficient de Poisson, de mon module de Young, de mon intérieur. Donc ça, c'est soit vous déterminez par une autre